y a donc bien 2 maîtres mots dans l'actualité de ces jours-ci en France et ça n'est pas près de finir. La compétitivité, premier mot. Le deuxième, gallois comme rapport gallois. Et voilà que tout le monde se met à danser la danse du scalp ou à invoquer les dieux pour savoir qu'y a-t-il donc vraiment dans ce rapport gallois dont toutes les fuites sont démenties au fur et à mesure qu'elles apparaissent ça et là dans la presse. Le fait est que dans l'usine nouvelle qui sortira demain, Laurence Parisot, la patronne du MEDEF, appelle donc à un Big Bang économique immédiat car les entreprises étouffent en France. Le rapport gallois est notre dernière chance pour éviter le déclin. La France est désormais comme un Titanic, tandis que d'autres, au contraire, disent attendez que ce rapport gallois finisse par sortir et nous en tirerons les conséquences. Ce que dit d'ailleurs Jean-Marc Ayrault ce matin dans Le Parisien, attendant qu'on lui livre le rapport le 6 novembre, mais indiquant tout de même qu'ils ont déjà beaucoup parlé, le Premier ministre et lui, tandis que des grands patrons d'entreprise alertent le président de la République pour dire qu'il faut impérativement s'engager vers la voie du rapport gallois. Oui, mais voilà, les patrons d'entreprise représentent-ils les gros, tous les patrons, les moyens et les petits? Et donc, en fait, quelles sont les solutions à trouver? Est-il seulement question de baisse des charges ou d'autres mesures encore? C'est de cela que nous allons essayer de parler ce matin pour comprendre avec nos invités. Christian Blancart, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ami de Marinette? Pas vraiment. C'est Marinette, l'emblème de Petit Bateau. Ah oui, non, la Marilière plutôt. Oui, mais on l'a appelée Marinette, hein, je vous souviens. Oui, si vous voulez. À une époque, la petite fille qui représente le logo de Petit Bateau. Vous êtes le président directeur général de Petit Bateau, on l'aura compris. Je suis le président. Enfin, le président. Oui, de conseil. Voilà, de Petit Bateau. Donc, à la rame ce matin jusqu'à 9h avec Christian Chavagneux, l'autre rame. La rame de gauche, j'ai envie de dire, je sais pas. Oui, bonjour. Oui. Rédacteur en chef d'Alternative économique. Peut-être un premier mot, parce qu'à la lecture de La Croix, comme toujours, très bon dossier ce matin sur ces questions de compétitivité, La Croix donne la parole à Jean-Claude Daumas, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Franche-Comté, qui alerte tout de même sur l'idée, au fond, que le patronat n'est pas univoque et que donc débattre de toutes ces questions n'est pas simple quand on dit que le patronat serait vent debout contre le gouvernement, parce qu'il y aurait au fond les méchants, comme disait Manière, les méchants patrons de droite et les gentils gouvernants, bien sûr, de gauche. Non, voici ce que dit tout de même Jean-Claude Daumas. Je note que la CGPME a refusé de s'associer à l'initiative prise par Laurence Parisot contre le projet de loi de finances. Même au sein des grands patrons, dit-il, il n'y a pas d'unité. Si l'on regarde même dans le détail, l'appel par l'AEF lancé dimanche défend des positions plus modérées que celles du MEDEF, qu'il s'agisse du volume de la baisse des charges ou de la réduction des dépenses publiques. Christian Blancart. Moi, je ne crois pas que la question soit être vent debout. La question est posée autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ensemble de ceux qui investissent en France, qui construisent en France, qui fabriquent en France, ont évidemment à faire face à des difficultés très particulières en raison de différents facteurs. Premièrement, le coût du travail, la difficulté d'investir. Deuxièmement, la question centrale de la clé qui donne le succès industriel, qui est l'innovation. Et troisièmement, le contexte général dans lequel on se situe. Attendez. Une précision. Quand on dit, par exemple, parce qu'il faudra qu'on soit précis, puis qu'on comprenne au fond ce brouillard parfois de mots. Innovation, ça veut dire quoi? Qu'il faut inventer des produits ou qu'il faut innover dans la manière de faire ou de produire? Écoutez, je vais vous dire, avec l'expérience, et j'ai traversé le monde de nombreuses fois, j'ai vraiment été, je crois, dans de nombreux pays, à la fois sur le plan professionnel et puis aussi en partenariat avec d'autres. Oui, vous avez été, il faut le préciser, un des grands patrons d'Hermès. Oui, j'ai été en charge de l'international chez Hermès, mais avant cela, j'étais chez Thomson, où j'étais en charge de toute la distribution des produits grand public. J'ai passé toute ma vie, au fond, à travailler à l'international. Et qu'est-ce que je remarque de plus important ? Eh bien, je remarque que le plus important, c'est finalement tout ce qui concerne l'innovation, la formation des gens, tout ce qui concerne la créativité. C'est par là qu'on attrape les marchés internationaux. C'est un point absolument fondamental. On parle souvent de l'Allemagne, on parle souvent du Japon, etc. Mais j'ai toujours pensé... Vous avez été impressionné par le Japon tout au courant de votre vie, de vos voyages. J'ai toujours été impressionné par le Japon, et je continue à l'être, à vrai dire. En fait, j'ai reçu de grandes leçons du Japon, par exemple du président de Sony. J'ai
toujours vu que c'est par l'invention, par le contexte qui donne lieu à la créativité que l'on peut finalement faire la différence. Parce qu'aujourd'hui, la question, c'est de faire la différence. Christian Chavagneux, c'est un peu la pensée magique, Christian Blancart. L'innovation redonnera de la croissance? Non, l'innovation, c'est vraiment extrêmement important pour les entreprises, mais même le produit le mieux inventé, le mieux dessiné, le mieux packagé, s'il n'y a personne en face pour l'acheter, il va rester dans votre usine, il va rester stocké. Donc, on peut imaginer tout ce qu'on veut pour diminuer le coût du travail, pour innover, et il faut le faire. Néanmoins, s'il n'y a pas de demande, et aujourd'hui, si on regarde les prévisions du Fonds monétaire international, pour la France, pour la zone euro, pour l'ensemble du monde, la demande va être complètement raplapla. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse. Je suis pas du tout d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, il y a le monde des consommateurs se divise en deux. Il y a ceux qui sont liés à la question de la demande. Évidemment, c'est toutes les questions de l'énergie. Il y a un facteur demande extrêmement important. En particulier, il y a ceux aussi qui sont dans une situation personnelle extrêmement difficile et demandent des matières de première nécessité, des biens alimentaires, etc. Et puis, il y a ceux qui, comme nous, sont sont animés par la question de l'offre. Et en fait, on entre dans une période où c'est l'offre qui détermine le succès. C'est pas la demande. C'est-à-dire que c'est par l'offre que l'on accède aux classes moyennes de plus en plus nombreuses dans le monde, en particulier dans les pays émergents, et qui sont susceptibles de répondre à l'innovation. Donc l'innovation, c'est un facteur extrêmement important pour générer de l'envie, de la gourmandise, du besoin, etc. Alors, nous y reviendrons peut-être plus en détail tout à l'heure dans le débat. Je voudrais que, dans cette première partie, on puisse fixer justement et éclaircir quelques termes. On comprend bien qu'avec l'innovation, on rejoint cette question de la fameuse compétitivité. Mais qu'est-ce que cela veut donc dire vraiment? Pourquoi mettons des nuances désormais dans le débat et la polémique qui enfle autour de ce rapport Galois? Vous l'avez lu, vous, le rapport Galois? Vous l'avez vu, Chavagneux, ou pas? Non. Bon, alors, qu'y a-t-il dans ce mot de compétitivité? Et pourquoi y mettons des nuances? Quand certains disent qu'il faut un Big Bang, Laurence Parisot, d'autres un choc, et que le président de la République désormais dit qu'il faut plutôt un pacte. Est-ce que tout cela est important, ces mots-là, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ça veut dire que si vous voulez créer un choc, ça veut dire que vous allez modifier la façon dont la sécurité sociale est financée. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. C'est enlever des cotisations sociales patronales pour les transférer sur une autre ressource si on veut continuer à payer les remboursements de santé, les chômeurs, alléger les cotisations. Alléger les cotisations sociales patronales. Parce que vous savez qu'on paye, les patrons en payent, les salariés en payent. Et puis là, on parle plutôt alléger les cotisations sociales patronales. 30 milliards, c'est beaucoup, c'est un vrai choc, 30 milliards. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de compenser si on enlève vraiment 30 milliards de cotisations patronales? Il faut bien trouver les recettes ailleurs. Si on traduit, cela veut dire qu'il faut revenir ou pas, selon qu'on se place sur ce qu'on appelle les avantages acquis? Non, on peut imaginer de conserver les mêmes avantages acquis si on trouve d'autres recettes de financement pour remplacer ces 30 milliards. Si on n'a pas les 30 milliards de recettes équivalents ailleurs, à ce moment-là, oui, on revient sur les avantages acquis. Et la prise de position des patrons de la FEP, des grands patrons ce week-end, consiste à dire, écoutez, sur les 30 milliards, on va en trouver 15 avec de la TVA, de la hausse de TVA. Ils estiment à 15 milliards un point et demi de TVA avec la croissance actuelle. Je pense qu'on aurait plutôt 12 milliards, donc il leur manque déjà 3 milliards dans les comptes. Mais en plus, ils nous disent de l'autre côté, pour trouver les 15 autres milliards, il faut réduire les dépenses publiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire réduire les dépenses publiques de l'État-providence. Donc c'est vraiment un projet qui n'est plus du tout un choc de compétitivité. C'est un choc social parce que, on augmente la TVA, on sait très bien que c'est les ménages les plus pauvres qui vont proportionnellement payer plus cette hausse de TVA. 2, on propose de réduire l'État-providence puisqu'on veut trouver 15 autres milliards. Là-dessus, Madame Parisot et les patrons de la FED nous disent en plus il faut l'équivalent de 3 points de PIB. Donc le PIB, c'est la richesse créée chaque année par la France. 3 points de PIB de réduction des dépenses publiques. Le Fonds monétaire international, il y a 15 jours, nous a dit, quand on fait ça, vous cassez l'économie. Non seulement vous réduisez les dépenses publiques, mais vous cassez l'économie. 2, c'est ce qu'il y a de plus inégalitaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, des gens qui vont avoir moins de coût du travail. De l'autre côté, les plus pauvres qui vont tout payer. Moi, je trouve cette prise de position très, très grave. Je finis d'un mot. C'est une guerre des classes qui est lancée par les patrons. Cet allègement des charges réclamées par certains patrons, mais parce que tous ne la réclament pas nécessairement. Est-ce qu'elle donne un clivage? Est-ce qu'elle forme un clivage entre grands patrons, grandes entreprises, grosses industries et petites industries? Et si je note le Parisien
de dimanche, on voit que Louis Schweitzer, qui s'y connaît quand même vaguement en industrie, dit lui que ça n'est pas nécessairement ni l'allègement des charges, ni la suppression de la durée légale du travail qui est un problème. Il dit la durée du travail est supérieure en France à celle qu'elle est en Allemagne. Et le code du travail est plus contraignant en Espagne qu'en France. Cela veut dire qu'il n'y a pas de choses vraiment à améliorer. On devrait, au contraire, simplifier la réglementation du travail et introduire de la flexibilité. Et dit-il, au fond, qu'il y ait moins de temps long sur ce qu'on appelle, au fond, les délais administratifs, comme les procédures de plans sociaux qui sont trop longs. Mais sur ces questions-là, pour vous, le cœur de la question, il est, comme le disent les gens de la FEP, l'allègement des charges, ou c'est autre chose? Le cœur de la question, il faut être très clair, il est dans trois sujets. Le premier, c'est que le coût du travail en France est trop élevé. Il faut diminuer absolument les charges qui nous sont imposées. Le deuxième point, c'est totalement fou d'avoir cet écart entre la France et l'Allemagne qui est d'environ de 15% du coût du travail. Donc il y a un vrai problème. Pourquoi le nier? Deuxièmement, ils sont plus chers en Allemagne, vous voulez dire? Vous voulez dire que c'est une blague ce que vous dites? C'est-à-dire, deuxièmement, la flexibilité. Automobile. 62 700 euros par an. Le coût horaire du travail en Allemagne. 52 100 pour un collègue français. Écoutez, vous savez, je sais pas. Enfin, c'est l'industrie manufacturière. Le coût du travail. Vous parlez que de l'industrie. Moi, je parle du coût global du travail qui est 15% plus cher en France qu'en Allemagne. Le coût global du travail, services compris. Ah là, c'est une répartition entre cotisations patronales payées par les industriels et payées par les services. On s'aperçoit que l'industrie paye beaucoup plus de cotisations patronales proportionnellement à ce qu'elle produit de richesse que les services. Donc, ce que vous voulez, en fait, c'est déplacer, et moi je suis tout à fait d'accord, c'est déplacer les cotisations de l'industrie vers les services. Mais si vous voulez, l'industrie... ça c'est différent. Attendez, mais on veut une industrie puissante. Eh bien, le premier point, c'est que nous sommes dans une situation extrêmement contraignante en termes de coûts. Deuxièmement, il y a la flexibilité. Bien entendu que les 35 heures sont une grave erreur. Bien entendu qu'on est coincé par les 35 heures. Bien entendu que c'est une erreur dramatique. Non seulement les 35 heures... Jean-Marc Ayrault reconnaît à demi-mot dans le Parisien aujourd'hui qu'elles ont été bénéfiques pour le secteur, mais moins bien bénéfiques que pour d'autres. Nous sommes enserrés dans un manque de flexibilité, dans un coût beaucoup trop élevé, et enfin, dans une situation globale fiscale complètement effrayante. Et ça, c'est pas nouveau, ça date pas d'il y a 4 mois, ça fait des années que ça dure. Je trouve du reste tout à fait logique de dire que franchement, la situation actuelle du déficit commercial, la situation actuelle de l'endettement, tout ça n'a pas été inventé depuis 3 mois. Ça existe depuis des années. Ça fait des années qu'on aurait dû prendre ces mesures. Mais enfin, on est dans un contexte fiscal totalement décourageant pour les chefs d'entreprise comme pour les autres. C'est effrayant. Dans la catégorie impôts et services, on est à 34. Les Allemands sont à 15. Alors, dans la catégorie impôts sur les dividendes, on est à 62. Les Allemands sont à 37. Tout est comme ça. Donc on a 3 problèmes. Premièrement, on a un coût beaucoup trop élevé du travail dans l'industrie, on parle bien de l'industrie. Deuxièmement, on a un manque de flexibilité qui est quand même important. Et puis troisièmement, on a un contexte général qui est décourageant sur le plan fiscal. Christian Chevalier, pour terminer ce premier quart de réponse à Christian Blancart, est-ce que ce que dit Christian Blancart, si on l'appliquait aujourd'hui, imaginons que Christian Blancart soit ministre du redressement productif, du budget, des finances, du Premier ministre. Ce redressement productif, ce mot-là... oui, quand on fait des... franchement... Alors, tout chef d'entreprise, c'est bien. C'est le choc social, c'est le Big Bang social. C'est le Big Bang social, c'est le Big Bang économique. On plombe complètement la croissance française si on fait ça. Si on fait quoi? Si on transfère les cotisations sociales vers une augmentation de la TVA, vers une réduction des dépenses publiques. Le FMI nous l'a dit clairement il y a 15 jours. On va faire plomber l'économie. Je termine. On va plomber l'économie française. C'est l'Espagne, 8,5% de déficit public. On va faire de l'austérité. On se retrouve l'année d'après avec 6,7% de déficit public. Et on se retrouve avec encore de déficit public. On va refaire de l'austérité. Cette année, on a 6,2% de déficit public. Attention, ne nous en donnez pas trop de chiffres, on va pas s'en sortir, c'est le matin. L'austérité tue la croissance. Et donc, on n'arrive pas à s'en sortir. Les solutions selon vous, du travail, mais c'est la productivité qui va à côté. Et il se trouve que vous regardez la richesse produite par habitant en France et en Allemagne, c'est la même. On est au même niveau. Si depuis 15 ans, on était victime du coût du travail en France et qu'on n'était pas aussi productif, eh bien, on aurait une richesse beaucoup moindre. Or, on est au même niveau de richesse par habitant que les Allemands. Le déficit commercial, vous savez très bien que 90% du déficit commercial, c'est le déficit énergétique. Et puis l'impôt sur les sociétés, 33,3.
Le Conseil des prélèvements obligatoires nous l'a dit. Les entreprises du CAC 40, le taux d'impôt sur société, 8%. Vous enlevez les entreprises publiques, 3,5%. Personne ne paye 33,3%. Personne ne paye 33,3%. Ah bon, vous payez pas 33,3 quand vous êtes une petite boîte? Vous payez 22, nous dit le Conseil des prélèvements obligatoires, quand vous êtes une PME, et 8 lorsque vous êtes une entreprise du CAC 40. C'est magnifique de vous entendre. Inégalité totale entre les entreprises. Mais c'est faux ce que vous dites. C'est le Conseil des prélèvements obligatoires. C'est 8h16, Brice Couturier. Oui, parce que Bruce Taylor. Mais devant le Vous avez révélé ma double identité. Devant le président de Petit Bateau, il faut que j'évoque votre ancienne vie de journaliste à Jardin des Mottes, par exemple. Par exemple. Brice, il n'y a pas qu'un. Alors, comment vous le Déjà que Copé m'a arraché mon masque hier. Donc, comme évidemment vous êtes là théoriquement pour un peu encore rajouter de l'obscur sur le noir, vous voulez nous dire qu'il n'y a pas qu'un seul problème dans notre débat d'aujourd'hui, il y en a deux, la compétitivité et les déficits publics. Mais parce que c'est lié, vous allez voir pourquoi. En effet, la France, je pense, n'a pas un problème économique, mais deux. Et si le débat politique s'est cristallisé sur le premier durant la récente campagne électorale, le second a fait l'objet d'une attention insuffisante, et pourtant, ils sont liés inextricablement. Alors, un mot du premier. Si les déficits publics dans notre pays sont préoccupants, c'est parce qu'ils ont précédé la crise de 2008 et que celle-ci n'a fait que les creuser. Il s'agit donc d'un déficit structurel. Or, la crise a démontré que les pays développés ne peuvent plus compter sur l'endettement pour financer une croissance reposant exclusivement sur la consommation. François Hollande aura été l'un des premiers dirigeants socialistes à en prendre acte, puis à en faire l'acte de sa campagne, tant durant la primaire socialiste que durant la présidentielle. Et c'est l'une des raisons qui l'ont fait préférer des électeurs qui savent désormais à quoi s'en tenir. Mais il y a un deuxième problème, plus mal perçu, lié au premier, dans la mesure où un niveau de demande trop élevé à financer à crédit entretient le déficit extérieur. C'est la dégringolade régulière des résultats de notre pays dans ses échanges commerciaux internationaux, Europe comprise. Notre solde courant est passé d'un excédent de 3% du PIB en 1999 à un déficit de 2% de PIB en 2011. Cela signifie que notre pays voit la compétitivité de ses industries s'éroder, puisque ce sont très majoritairement des produits manufacturés que nous échangeons et non pas des services. Dans son hit parade de la compétitivité mondiale, le World Economic Forum classait la France à la 15e place en 2010, à la 18e en 2011, à la 21e en 2012. Nous perdons 3 places tous les ans. Combien de temps encore allons-nous voir les capitaux venir s'investir et créer des emplois dans un pays en continuelle dégringolade? Alors François Hollande a eu le courage politique de s'attaquer frontalement au déficit public. Il a conforté la crédibilité de la signature de la France en faisant adopter le pacte de stabilité négocié par son prédécesseur à l'Élysée. Mais face à la question de la compétitivité, son gouvernement semble tenter de refuser l'obstacle. Or, toutes les études récentes menées dans les pays comparables aux nôtres le démontrent. Je cite Jean-Marc Vittori dans Les Échos, parce qu'il les a lus, lui. La rigueur budgétaire ne permet pas de réduire la dette quand il n'y a ni inflation ni croissance. Fin de citation. Comme le prouve l'exemple allemand, la croissance ne peut être obtenue en l'état actuel des choses qu'en améliorant nos performances à l'exportation et donc la compétitivité de nos entreprises et particulièrement industrielles. Mais on touche là au fond du problème politique. En France, le financement de la protection sociale qui absorbe, il faut le savoir, le tiers du PIB, 33%, le taux le plus élevé d'Europe, eh bien ce financement de la protection sociale, il est assuré essentiellement par des prélèvements assis sur les salaires. 77% de ces 633 milliards d'euros de prestations sociales sont financés par des prélèvements sur les revenus d'activité sous forme de cotisations ou à travers la CSG. Ce que disent les patrons, c'est que les charges sociales pesant sur les salaires sont trop lourdes en France et surtout qu'étant supérieures à celles payées par leurs concurrents allemands ou britanniques, elles renchérissent exagérément leurs coûts de production. Selon le Haut Conseil du financement de la sécurité sociale, qui a rendu son rapport cette semaine, les cotisations sur les salaires représentent 65% des ressources contre 57% en moyenne dans toute l'Union européenne. Si on ajoute encore une fois la CSG sur les salaires, ce taux de cotisation atteint 65,6% en 2012. Est-il raisonnable de continuer à taxer le travail au point de décourager la création d'emplois et l'investissement? Quelles alternatives
faire baisser le coût du travail, non pas bien sûr en baissant le niveau des salaires, comme certains font semblant de le croire, mais celui des charges sociales qui n'a rien à voir puisqu'elles sont payées à la fois par les salariés et par les entrepreneurs. Faut-il un choc de compétitivité aux effets immédiats, comme le recommandera très certainement le rapport gallois, ou plutôt un étalement des mesures sur l'ensemble du quinquennat, comme semble le préférer le gouvernement? La chronique de Brice Couturier à télécharger sur franceculture.fr. Qui engage le débat, qui répond à Brice Couturier, Christian Chavagneux? Oui, moi je vais bien de 3 points. L'Allemagne est en excédent, d'une part parce que c'est vrai, elle a des bonnes réussites à l'exportation, mais aussi parce que la déflation salariale a coupé les importations. Donc on a joué des deux côtés. Par ailleurs, tout le monde ne peut pas suivre la même stratégie. Tous les pays ne peuvent pas être en excédent. Il faut bien que si un pays a un excédent, il faut bien qu'il y ait un autre qui l'achète soit en déficit. Davos, alors nous on s'est amusés. On a pris les classements alternatives économiques, on a pris les classements des pays dans le classement Davos, de compétitivité, sur 4-5 années. Et puis on a pris 4-5 années après leur performance de croissance et d'attraction des investissements directs étrangers. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de lien entre la place de Davos et puis le fait qu'on arrive à attirer. Donc là, c'est vraiment un critère, une classification un peu pipeau. Les 30 milliards, si on faisait ça, nos amis de Libération, Luc Payon, il a calculé que sur une Peugeot, si vraiment Peugeot bénéficiait de ça, la Peugeot, elle coûterait 1,5% de moins. 1,5% de moins. C'est pas avec ça qu'on va réussir à remplacer les voitures haut de gamme des Allemands. On a un problème de spécialisation. Je suis désolé de le dire, c'est pas petit bateau, bien entendu, mais une grande majorité des patrons français se sont spécialisés dans les produits bas de gamme, dont les prix baissent là où c'est le plus concurrentiel. Donc, aujourd'hui, elle se retrouve avec un problème, gros problème de profitabilité. C'est un des termes du débat, cela dit, qui est rejoint par le fameux Made in France. C'est un gros problème de profitabilité des entreprises. La qualité paie toujours plus que si on ne la fait pas. Exactement. Bon. Et donc, face à ce problème de profitabilité, si on baisse les charges, enfin les cotisations. Oui, alors attention, parce que qu'est-ce qu'elles vont faire, des cotisations sociales. Elles vont reconstituer leur marge. Elles vont reconstituer leur marge. Et investir et innover. Mais on leur demande de se positionner dans le haut de gamme. Comment peuvent-elles le faire si on les Mais la première chose qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont reconstituer leur marge. Et puis demain, s'il y a de la demande, elles vont pouvoir investir. Parce que si les perspectives de croissance sont nulles, comme en France et dans la zone euro, vous allez le vendre à qui? Moi, je suis chef d'entreprise. J'ai l'impression que pendant au moins 1 an ou 2, il ne va pas y avoir de demande. Est-ce que j'investis? J'investis pas. Je reconstitue mes marges. Et peut-être que demain, on me dit-on, les chefs d'entreprise, dans 2 ans, dans 3 ans, vont investir. Mais moi, aujourd'hui, avec 10% de chômeurs, ça ne me satisfait pas. Alors, attends, Christian Blancart et Philippe Panière. Non, moi, je voudrais dire un tout petit mot, parce que je viens d'entendre qu'il y a des déficits d'un côté et des excédents de l'autre. Mais c'est un vrai problème. Je veux dire, le déficit de la balance commerciale française est hallucinant. On a 70 milliards de déficit cette année, 73, je crois, en 2012. On va vers ça. Mais c'est dingue au moment où les Allemands ont un excédent de 150 milliards d'euros. Donc on ne peut pas dire d'un côté ça marche, de l'autre côté ça ne marche pas comme ça. Il faut quand même s'arrêter. Essayer de comprendre et pas avoir des raisonnements trop foireux sur la question. En réalité, c'est pas la facture énergétique, comme je viens de l'entendre tout à l'heure, qui est la cause de ce déficit français. Mais c'est notre problème. Pour exporter des produits et des services, mais surtout des produits, on est un pays industriel, on n'est plus compétitif dans le monde. On n'exporte pas assez. Alors, on ne l'est plus pour quelle raison, selon vous? Parce qu'on ne fait pas de choses assez de qualité. Mais c'est pas uniquement ça. Parce que ça revient tout le temps. Attendez, c'est facile de dire à un entrepreneur, faites de la qualité, faites de la qualité. Il faut investir. Il faut avoir l'espoir de gagner de l'argent. Il faut avoir un contexte fiscal qui donne envie d'entreprendre. Il ne s'agit pas uniquement de crier au loup, il faut trouver les conditions de la prise de risque. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des conditions globales de prise de risque qui sont très mauvaises en France. Tout de même, Philippe Bagnard, à condition de gagner de l'argent, dit évidemment. Christian Blancart, mais ça veut dire qu'il faut se payer sur les cotisations sociales? Mais cette histoire de cotisation sociale, je ne dis pas qu'elle est du second ordre, mais Christian Chavagneux a raison de dire que ça ne résoudra pas tout. Notre problème est malheureusement bien plus important que ça. Alors d'abord, terminons-en avec cette histoire de déficit qui n'aurait pas d'importance. Nos voisins aussi doivent importer du pétrole. Exactement. Non, il disait que l'équivalent de notre déficit, l'essentiel de notre déficit est lié à l'importation de produits pétroliers. Ça fait très longtemps qu'on importe des produits pétroliers. On a longtemps été en excédent malgré ça. Nos voisins importent plus de produits pétroliers que nous. Ils sont pour beaucoup en excédent. Donc c'est sans aucune pertinence. C'est un problème pour tout le monde. Le pétrole n'existe pas en Europe.
mais les autres sont excédentaires et pas nous, donc ça ne marche pas. Pourquoi ? Plus pour nous que Alors, non, la question est de savoir si la compétitivité, elle est prix ou hors prix, coût ou hors coût, comme disent les spécialistes. Autrement dit, est-ce que nos produits sont trop chers ou est-ce qu'ils ne sont pas d'assez bonne qualité ? La réponse, c'est les deux. Pendant très longtemps, on était bon en compétitivité prix, c'est-à-dire qu'on n'était pas trop mauvais dans nos produits. Le monde entier reconnaissait leur relativement bonne qualité. On savait que c'était plutôt moins bon qu'un produit allemand ou un produit japonais en moyenne, mais c'était pas trop cher. Et donc, ça faisait un bon rapport qualité-prix et donc ça permettait d'exporter. On a perdu cet avantage. On l'a perdu parce que, avec les 35 heures, ce qui a précédé légèrement, ce qui a suivi beaucoup, on a vécu 15-20 ans de dégradation continue de notre compétitivité prix. Et Si on avait eu par ailleurs, il y a d'autres pays dans la zone euro, Christian Chavagneux, ça ne vous aura pas échappé, dont la plupart sont en excédent. Donc l'appréciation de l'euro n'a pas d'importance dans cette matière. L'essentiel de notre déficit vient de nos échanges avec le reste de l'Europe. Ça n'est pas une question de devise. Les autres pays de l'euro ont des sorts très différents. Nous avons des problèmes à nous. Le problème, c'est ce qu'on a dit il y a un instant. C'est-à-dire, c'est cette combinaison incroyable. Bien sûr, on n'est jamais les plus mauvais. Il y a des gens qui ont des charges sociales plus élevées que nous, par exemple l'Italie. Il y a des gens qui ont un droit du travail plus contraignant, par exemple l'Espagne. Il y a des gens qui ont un temps de travail un peu inférieur, dans certains cas, par exemple l'Allemagne. Il y a des gens qui ont une dépense publique parfois un peu supérieure, par exemple le Danemark. Mais nous sommes les seuls à être presque les derniers dans toutes les catégories. C'est ça qui détruit absolument toute capacité à réunir les conditions de la compétitivité. Un dernier point, offre ou demande. D'accord, il faut des gens qui consomment, mais il ne faut pas s'obséder avec ça, parce que aujourd'hui, selon qu'on a une demande un petit peu forte, un petit peu pas forte, on va économiser 0,2, 0,3 points de croissance dans un sens ou dans l'autre. Le sujet, c'est est-ce qu'on va faire sur le long terme 1,5 ou 2,5 de croissance par an ? C'est le potentiel de croissance. Et ce potentiel de croissance, il tient exclusivement à la qualité de l'offre, donc à la capacité à investir, donc à ces marges qui ont disparu pour les entreprises françaises. Christian Chavagneux. Non, le potentiel de croissance, il est lié bien sûr au potentiel de croissance de l'investissement. Il est lié aussi au capital humain. Donc quand vous avez 10,5% de chômeurs et si vous tuez complètement la demande et que vous avez 11% de chômeurs et que les gens restent au chômage très longtemps, vous détruisez complètement le capital humain. Demain, vous aurez beau avoir les meilleures machines, vous ne pourrez pas avoir un effet de compétitivité. Sur le fait que le produit n'était pas très cher, nos produits n'étaient pas très chers avec une qualité, vous l'avez dit, à peu près reconnue mais pas terrible, c'était aussi au fait qu'on avait beaucoup de dévaluation et on arrivait à s'en sortir avec ça. Maintenant qu'on a plus de dévaluation, ceux qui ont toujours l'euro fort mais qui ont des produits de haute qualité comme les Allemands continuent à les vendre et nous on n'y arrive pas. Donc les Espagnols aussi, les Italiens aussi. Les Espagnols, les Italiens, qu'est-ce qui s'est passé depuis 3-4 ans ? Ils ont fait de la déflation salariale massive. Déflation salariale massive. Alors si le choc de compétitivité ça veut dire déflation salariale massive pour regagner en compétitivité, on va tuer complètement tout effet de demande et oui l'offre est on s'en fiche de la demande. Non, un epsilon% sur la demande aujourd'hui n'a aucun impact sur l'avenir du pays, honnêtement. Alors c'est complètement faux, il ne faut pas d'obsession sur l'offre, mais puisqu'il ne faut pas d'obsession sur la demande, il ne faut pas d'obsession sur l'offre. S'il n'y a pas de demande, il n'y aura rien du tout avec la baisse de cotisation. Brice Couturier. En tous les cas, on voit bien qu'il y a un background idéologique et politique à cette histoire. La critique de gauche du gouvernement, je dirais, elle préfère parler du hors-coût, elle n'aime pas qu'on entre dans les causes, les charges sociales. Mais quoi qu'il en soit, le gouvernement actuellement est engagé dans une réflexion qui l'amène, de toute façon, il l'a déjà dit, à transférer une partie du financement de la protection sociale vers des impôts pour alléger les charges sociales des entreprises. Ça sera la CSG, le gouvernement en discute. Ça sera sans doute pas la TVA, c'était la solution de Sarkozy. TVA ciblée. Ouais, il y aura peut-être une TVA ciblée, mais enfin, en tout cas, le gouvernement est engagé dans cette direction. Il a dit simplement qu'il mettrait 5 ans à le faire, alors que le rapport Gallois, lui, va préconiser un choc de compétitivité. Et à mon avis, le débat politique, il va se cristalliser là-dessus. Est-ce que, comme les industriels, comment elle s'appelle cette association des industriels, qui elle veut un choc de compétitivité brutale tout de suite, ou est-ce qu'on va suivre avec le gouvernement la voie d'un allègement progressif de ces charges Et, à mon avis, il y a une question dans la question sur laquelle c'est plus technique, mais j'aimerais vraiment avoir votre avis à vous deux là-dessus, c'est que vous avez un groupe d'économistes avec Kramars et Cahuc, bien connus, qui préconisent surtout d'abaisser les charges sur les très bas salaires et non pas sur les salaires moyens. Or, le gouvernement veut alléger les charges sur les salaires situés entre 1,6 et 2 fois le SMIC. Ce que disent Krark et Camus, c'est que ce sont les emplois peu qualifiés dont le coût est anormalement élevé en France et pas les salaires moyens. Alors, Christian Blancart. Je pense que c'est pas faux. C'est-à-dire qu'en réalité,
les salaires en France, on va pas les baisser, c'est une évidence. On ne peut pas socialement faire une chose pareille. Par contre, l'Allemagne, elle a pris avec M. Schröder une décision très simple. C'est une décision qui s'appelait un pacte salarial, un pacte social. Et il faut associer les gens à cette idée de calmer le jeu sur les salaires, évidemment. Mais en même temps, Schröder, il a fait deux choses. Premièrement, il a augmenté la TVA de 3 points à l'époque, en 2002. Et deuxièmement, il a fait baisser les charges d'une manière importante d'à peu près 2 points. 1,6 je crois. 1,1. Oui, enfin. Réparti pour moitié entre cotisations sociales patronales et salariales. Ça fait 0,5% de baisse. Eh bien, attendez. Oui, eh bien justement. C'est rien du tout. Pendant des années, on a eu une modération salariale. Pendant des années, on a eu une augmentation de la TVA. Et en même temps, on s'est lancé dans une sorte de pacte de la qualité, qui est un pacte consensuel en Allemagne. On est exactement dans cette situation-là aujourd'hui. La France... Consensuel, c'est-à-dire où on a négocié en même temps... C'est-à-dire qu'on a négocié avec les syndicats. Ouais. Et là, on a négocié branche par branche. Sous l'autorité du politique. Sous l'autorité, du politique socialiste, au demeurant, Schröder. Eh bien, je pense qu'en France, aujourd'hui, la question d'étaler ou de ne pas étaler, je ne sais pas, ça relève du politique. Mais la question centrale, elle n'est pas là. Il faut prendre des décisions urgentes, absolument urgentes, sur les 3 points, qui sont 1. La baisse du coût du travail industriel. Deuxièmement, aider l'innovation. J'en parlais tout à l'heure, mais vous savez qu'on est très en retard par rapport au traité de Lisbonne en matière d'innovation. Vous savez que la France dépense beaucoup moins que ce qu'il faudrait. Oui. Le traité de Lisbonne de 2000 disait qu'on devait dépenser 3% du produit industriel, du produit intérieur brut en innovation. La France en est à 1,8 ou 1,9 si ma mémoire est bonne. Et par conséquent, on est très en retard en matière d'investissement en innovation. De même, on est très en retard en matière d'argent dépensé pour l'enseignement supérieur. Or, évidemment que la question de la croissance est très liée à la question de la formation. Car aujourd'hui, dans notre pays, de manière extraordinairement paradoxale, il y a des gens qui ne trouvent pas de travail. Il y a beaucoup de gens il y a des gens qui ne trouvent pas de travail, mais il y a beaucoup de gens qui cherchent, qui offrent des emplois et il n'y a pas de réponse à ces emplois. Alors, donc on est sur des paradoxes. Je voudrais qu'on avance encore et que peut-être on parle de choses d'ailleurs au fond très concrètes tout de même pour comprendre cette question de compétitivité. On a à peu près saisi quels sont vos accords ou vos désaccords sur cette question-là, mais à peu près au fond quelles seraient les pistes, encore une fois, à discuter pour essayer de résoudre la question. Mais il y a aussi, et on l'a bien vu notamment, ce fut l'enjeu d'une une du magazine du Parisien, la question du Made in France, où l'on a vu le ministre du redressement productif, qui d'ailleurs aujourd'hui a 50 ans, posé en marinière. Et donc ainsi, régulièrement dans le débat revient cette idée, au fond, si les entreprises sont compétitives, encore une fois, faut-il savoir ce qu'elles fabriquent et où elles le fabriquent, ces entreprises françaises. Si certains font des bénéfices, mais qu'elles emploient ailleurs qu'en France, la question se pose de certains, quel gain pour la société. Mais tout de même, travaux pratiques, Christian Blancart, on parlait tout à l'heure de savoir si c'était cher ou pas trop cher les produits français. Mais pour un Français qui regarde son porte-monnaie plus que d'habitude en ce moment, il préférera acheter une culotte chez H&M ou Zara que chez vous. Elle fait 3 fois le prix. D'abord, c'est pas vrai. Elle fait pas. Mais bien sûr que si. Alors, écoutez, mais ça dépend où, ça dépend comment. Si, elle fait 3 fois le prix. Non, mais attendez, elle est à grosso modo 4 €. C'est totalement faux. Et ça dépend. Mais bien sûr que. Mais je vous amène chez tout à l'heure, si vous voulez. Ça dépend évidemment. Ça dépend de la qualité et ça dépend de. Oui, mais aujourd'hui, on regarde aussi sur le prix. Mais attendez, on regarde sur le prix, on regarde sur la qualité et on regarde sur l'image. 3 culottes pour le prix d'une. Tout produit industriel, tout produit fabriqué. Le Made in France n'a de sens aujourd'hui que si le consommateur s'y retrouve. N'allons pas rentrer dans un patriotisme économique qui n'a strictement aucune réalité. C'est la question notamment dans nos mondes. Elle n'est pas portée au plus haut dans le gouvernement. C'est très sympathique, mais la réalité n'est pas ça. J'ai connu ce problème, figurez-vous. Car il y a quelques années, quand j'étais le patron de la distribution de Thomson, on m'a fait le coup du patriotisme économique avec la hi-fi française. On m'a fait le coup avec l'ordinateur français qu'on a fabriqué. La hi-fi française a été fabriquée à Moulins, soi-disant
les Français allaient acheter de la hi-fi française, on les a tous mis à la scène, les machines de la hi-fi française. L'ordinateur TO7, où a-t-il fini? J'étais chez Thomson quand on a été nationalisé. C'était moi qui étais en charge. J'étais PDG de la SDRM Thomson, j'invente rien. Bon, c'était dans les années 82-83. On nous a expliqué qu'il fallait faire du patriotisme économique. On m'a expliqué qu'il fallait que je cesse les importations de JVC et de magnétoscopes. Et on m'a expliqué qu'il fallait fabriquer dans l'usine de Moulins, dans l'Allier, chacun s'en rappellera, en tous les cas les ouvriers s'en rappellent, la hi-fi française et le TO7 qui était l'ordinateur qu'avait inventé Jean-Jacques Servan-Schreiber. Il se trouve que j'étais aux premières loges. Je vais vous dire, j'en ai pris quelques leçons. Lorsqu'on a fabriqué le TO7, on l'a distribué dans toutes les mairies, dans toutes les écoles, et c'est l'argent public qui a financé cet ordinateur. On a simplement oublié que cet ordinateur avait une concurrence qui se trouvait en dehors de nos frontières, qui étaient les ordinateurs d'IBM, etc. Et on a aussi oublié qu'il fallait du soft. Il n'y avait pas de soft pour les ordinateurs, petit détail. Nous avons été totalement... Le soft, ça veut dire la cassette que vous mettez dedans pour que ça marche. Il n'y avait pas de programme éducatif pour les enfants. Je suis allé voir à l'époque Jean-Jacques Nathan, un homme délicieux, et je lui ai dit, monsieur Nathan, il faudrait peut-être faire des softs pour l'ordinateur, patriotisme économique made in France. Tout ça a terminé à la Seine. Les ordinateurs ont été jetés à la poubelle et la hi-fi française a terminé dans les bennes à ordures. Parce que les Français n'en voulaient pas. Je veux dire, soyons réalistes. On est dans un monde totalement ouvert. Ou bien vous êtes reconnu à l'international, et la France fait partie de l'international. Quand on dit international... Puisqu'elle est reconnue, vous êtes très compétent sur la matière, elle est très reconnue dans le luxe. C'est-à-dire, paradoxe, le luxe qui coûte très très cher, ça marche très bien. Donc, attendez, c'est vrai que la question du prix, on se pose des questions. Mais le luxe est très reconnu, mais vous avez bien compris pourquoi il est très reconnu. Parce qu'il y a, dans l'univers du luxe, qui est effectivement, je connais bien, dans l'univers du luxe, il y a des raisons pour lesquelles on est reconnu. Parce que, c'est la qualité du produit. 2, c'est l'innovation absolument permanente. Et 3, c'est une stratégie de distribution extrêmement intelligente dans le monde. Mais dans le luxe, on est un citoyen de la planète. Et en réalité, chez Petit Bateau aussi. Si Petit Bateau, dans l'industrie textile, se débrouille plutôt bien, alors qu'on fabrique beaucoup en France, puisqu'on a plus de 1000 personnes, il y a 1100 ouvriers dans l'usine de Troyes, dans l'Aube. C'est pas par hasard. 10% de votre production, tout de même, est sous-traitée en Chine. Absolument. Source Le Monde. Source Le Monde. Non, mais Source Le Monde. Je cite mes sources quand même. D'accord, mais Source Le Monde. Mais le Monde dit ce qu'il veut. Moi, je vous dis que effectivement, attendez, soyons très clairs sur le sujet. La fabrication in extenso dans notre pays a peu de sens lorsqu'on est industriel. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de produits industriels, comme dans l'automobile, qui soient des produits entièrement fabriqués dans le pays. Vous ne faites pas tout à Troyes. À Troyes, vous faites le fil et on coud les culottes en Tunisie et au Maroc. Non. À Troyes, on fait le tricotage. Oui. À Troyes, on fait la teinture. Et à Troyes, on fait la confection. Très belle exposition d'ailleurs sur les ouvriers de Troyes, à la FIAC. Sublime exposition sur les ouvriers de Troyes. Ouais. Et cette fierté de fabriquer à Troyes, elle est évidemment tout à fait remarquable, parce que c'est à Troyes que toute la valeur ajoutée de cette société textile existe. Mais je voudrais c'est pour ça que ça coûte 3 fois la culotte de chez H&M. Mais ça ne coûte pas 3 fois d'abord. Et puis ensuite, de bois, je vous y amène. Mais pourquoi voulez-vous que cette culotte coûte 3 fois? Parce que je l'ai vu. J'ai distribution. C'est simple, c'est à côté de chez moi, les deux magasins. Allez dans une boutique Petit Bateau, vous verrez qu'il n'y a pas que des culottes, il y a aussi beaucoup d'autres produits. Enfin, c'est la culotte qui marche. Vous êtes obsédé par la culotte. Oui, mais par le Marcel, si vous voulez. Par le Marcel, vous êtes obsédé par ça. Mais allez comparer nos Marcel, nos culottes avec d'autres, peut-être qu'elle est plus chère. Bah oui, elle est plus chère. Elle est plus chère que la culotte épouvantable qui est importée de je ne sais quel pays. Mais attendez, mais tant mieux si elle est un peu plus chère, 3 fois plus chère, je ne sais pas ce que ça veut dire. En attendant, la qualité... Moi, je le sais. La qualité et la fabrication en France, ça a un prix. Alors, justement, mais ça marche. Puisque nous sommes dans la culotte. Il y a des choses qui marchent dans notre pays. Puisque nous sommes dans la culotte, restons-y. Je vous propose d'écouter les propos d'un jeune entrepreneur, Guillaume Gibaud, créateur du slip français, qui est une toute jeune marque. Décidément, vous êtes vraiment... À qui on a demandé si le Made in France était une solution d'avenir. Figurez-vous que pour info, le Parisien Magazine avait contacté le ministre du Redressement Productif, mais tout de même, il n'a pas poussé le bouchon jusqu'à pousser en slip. Posez-lui la question, c'est son anniversaire.
anniversaire. Voilà, et c'est son anniversaire. Donc, Guillaume Gibault, au micro de Léna Burger, donc à propos de cette question du slip français, produit en France. Le changement de slip, c'est maintenant. Le changement de slip, c'est maintenant. Donc en fait aujourd'hui, Le changement de slip, faire du Made in France c'est bien, c'est un bon élément, mais ça suffit pas. Il faut rajouter quelque chose dans le package, créer une marque qui attire les gens. Et en plus de ça, je pense qu'il faut faire le choix de vendre presque exclusivement sur Internet, parce que on peut vendre directement aux clients, et donc on n'est pas obligé de répercuter les marges, et donc on peut vendre à des prix qui restent raisonnables. Nous, notre principale force, c'est vraiment de garder les codes de ce qui pour nous fonctionne bien dans le Made in France, c'est-à-dire le haut de gamme, la qualité, le prestige de la chose, mais on mixe ça avec tout ce qui fait qu'on peut se démarquer aujourd'hui sans trop de budget et sans trop de moyens. C'est les réseaux sociaux, la communication par Internet, le buzz, on appelle ça le buzz, donc c'est difficile à décrire, mais on essaie de faire parler de nous autant que possible avec très peu de moyens. Alors après, c'est adapté à notre taille, hein. C'est sûr que quand on est une grosse boîte avec 300 employés, on ne peut pas avoir la même logique. C'est le Made in France 2.0 qu'on est en train d'essayer d'inventer. Alors ça, donc voilà, Guillaume Gibault pour le slip français. Je vous donne, ils ont des noms formidables. Il y a l'Alphonse, le Vaillant, l'Intrépide ou le Triomphant. Tenez, Brice, je vous montre un exemplaire parce que là, il y a eu un exemplaire de démonstration. Deuxième question tout de même. Une fois qu'on a, écoutez, donc, vu qu'on n'a pas l'image à la radio, c'est tout bénef. Deuxième intervention de Guillaume Gibault. Alors du coup, comment produit-on français concrètement, Guillaume Gibault, créateur du slip français? On travaille directement avec donc l'atelier principal qui est en Dordogne. On a 2-3 autres ateliers à différents endroits en France, mais cet atelier en Dordogne fait 90% de notre production. En fait, on est vraiment arrivé dans le bon timing parce que la boîte, donc l'atelier en Dordogne, a été repris pile au moment où moi je suis allé les voir pour le slip français. Donc lui, il a mis beaucoup d'ambition et un peu de moyens pour redévelopper cette marque, notamment il vend un petit peu au Japon, il essaie de redynamiser un peu sa propre marque, et en plus de ça, il a développé toute la partie sous-traitance, donc a travaillé pour d'autres marques, dont le slip français. Aujourd'hui, on doit représenter 30% de son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est encore tout petit, mais on est déjà en train de commencer à trouver d'autres usines qui pourraient fabriquer pour nous. Et il y en a pas beaucoup, mais il y a encore pas mal d'ateliers en France qui ont le savoir-faire, qui pourront travailler pour nous si vraiment on se développe très vite, et c'est le cas en ce moment. Donc on n'est pas inquiet là-dessus. Il y aura des gens qui pourront fabriquer nos slips et en France, et très bien. Donc sur ça, pas d'inquiétude. En plus de ça, les emplois sont partis à l'étranger parce que c'est finalement assez facile à délocaliser, mais dans l'autre sens, au final, c'est assez facile à faire repartir. Il suffit de quelques machines et des ouvriers qualifiés qui sont là, hein, parce que le boulot est parti, mais eux, ils sont toujours là. Donc si le boulot revient, ils seront toujours là. Voilà, et donc Guillaume Gibault, patron du slip français, au micro de Léna Burger. Réaction sur ces nombreux thèmes, hein, cela dit, nous sommes sérieux, hein, abordés par Guillaume Gibault, la question de la qualité, la question de la formation. Les ouvriers sont là, mais il n'y a plus les machines forcément, donc ça rejoint la question peut-être de l'innovation, Christian Blancart. Et puis ensuite, le secret, c'est d'aller les fabriquer du coup ailleurs. Et la mondialisation n'est pas le diable dans ces cas-là. Marc, je voudrais faire une distinction entre la délocalisation et la localisation. C'est pas la même chose. Lorsque Renault décide d'aller localiser une usine, d'aller créer une usine au Maroc pour attaquer le marché du low cost, contrairement à ce que disent les hommes politiques qui n'ont vraiment aucune expérience de l'industrie concrète, j'en ai entendu de bonnes sur ce sujet, il n'a rien délocalisé, Carlos Ghosn. Il a été localisé, c'est-à-dire pour attraper le marché low cost, il est bien obligé d'aller fabriquer des voitures low cost, soit au Maroc, soit du reste dans les pays de l'Est. Il a eu parfaitement raison. Et ça n'est pas délocalisé. Il faut faire une grosse différence. Il y a des patrons qui délocalisent. Moi, je désapprouve tout à fait la délocalisation quand c'est animé uniquement par des fonds d'investissement pour des raisons purement financières. Parfois, c'est obligatoire parce qu'on perd son marché. Mais souvent, ce sont des localisations. Or, les Allemands, dont on parle beaucoup, c'est leur spécialité. Il n'y a pas une voiture allemande qui n'a pas de composants qui sont fabriqués ailleurs et dont la valeur ajoutée est en France. Et Toyota fait la même chose. Les Japonais ont toujours fait ça. Ils font fabriquer des éléments. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, il n'y a pas de bonne exportation sans de bonnes importations. On importe bien
pour exporter bien. C'est là où l'idée de protectionnisme est une idée totalement folle, qui n'a strictement aucun intérêt et qui est impossible. Alors, prenons l'exemple, un instant, petit bateau. Vous pouvez produire du fil entièrement, effectivement, en France. Enfin, d'abord, on achète. Et ensuite... On achète le coton. Vous achetez le coton. On ne fabrique pas le coton. Vous faites le fil, il est fait ici. Et ensuite, il peut très bien être exporté ailleurs dans une usine qui fabriquera les Marcel ou autres sous-vêtements. On achète le coton à l'extérieur, on cherche le meilleur coton. Ensuite, toute la valeur ajoutée chez Petit Bateau est à 3. Il n'y a pas de question là-dessus. C'est là où se trouve la mise au point des produits. Toute la création est en France. C'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui travaillent sur Mais pas toute la fabrication. Mais un certain... certains c'est éléments... C'est pas tabou, Christian Blanquart, c'est pas tabou. Mais c'est pas du tout c'est la question qui se pose beaucoup. Mais bien sûr, la fabrication peut être partiellement localisée dans le cadre d'accords dans un pays, par exemple, méditerranéen. En ce qui concerne Petit Bateau, on ne fabrique rien en Chine. On peut acheter, par exemple, en Chine ou ailleurs, un produit qui nous manque dans notre gamme. Parce que lorsqu'on est industriel français, qu'on fabrique en France, il peut y avoir des éléments pour compléter la gamme qu'on ne peut pas fabriquer parce qu'on n'a pas la technologie et que les quantités ne sont pas suffisantes. Donc, il faut savoir que nous avons un raisonnement global et heureusement. Et je voudrais peut-être tout à l'heure, vous me laisserez parler la parole à Christian Chavagneux. Bien sûr, mais on pourra parler d'une réussite française exceptionnelle qui s'appelle Repetto. Alors, regardez le suspense. Ben non, mais allez-y, attendez. Repetto, c'est une affaire qui, en 2002, était en faillite. Elle faisait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est des ballerines de danse. Ce sont des ballerines de danse. Que Serge Gainsbourg a porté en son temps pour lui donner ses renommées. Exactement. Blanche. Oui, parfaitement exact. C'est une affaire qui est dans, je ne sais plus où elle se trouve. C'est une usine en faillite. Elle a été reprise par un monsieur que je ne connais pas, qui s'appelle monsieur Gaucher, peu importe. Ce monsieur a à ce moment-là repositionné les ballerines et il a décidé d'en faire vraiment une qualité exceptionnelle. Il a aujourd'hui une affaire qui fait 50 millions d'euros. Il va en faire 100 millions d'euros. Je veux dire... Et il les fabrique où, donc ? Il les fabrique. Tout est fabriqué. 100% est fabriqué en France. Je ne me souviens plus. Je crois que c'est en Dordogne, mais je ne suis pas sûr. C'est juste un exemple pour montrer que dans notre pays, à condition d'avoir l'idée, d'avoir une technologie ou bien un sens de la qualité sans compromis, et à condition de profiter à fond de l'image de notre pays, qui est une image très forte, l'image de la marque. Donc on avance à ce moment-là, on peut très bien avoir des exemples de réussite remarquables. Christian Chavagneux. Tout n'est pas catastrophique. Il faut dire que le numéro de l'alternative économique qui sort aujourd'hui, et dont Christian Chavagneux est donc rédacteur en chef, adjoint, est consacré à la compétitivité, c'est-à-dire le thème d'aujourd'hui, avec comme sous-titre « Le travail coûte-t-il trop cher ?» Or, vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure, Christian Chavagneux, pour recentrer un peu sur la question de la compétitivité. Vous nous avez dit, si on transfère les charges sociales qui pèsent aujourd'hui sur les salaires pour financer la protection sociale vers l'impôt, les cotisations, enfin les charges sociales, moi je préfère le mot des entrepreneurs, je sais bien que c'est un mot qui n'est pas absolument neutre. Mais enfin bon, si on les transfère vers des impôts comme la CSG et surtout la TVA qui pèse évidemment sur la consommation, on va faire baisser cette dite consommation et donc on va rajouter au problème de la France. Or, il y a ce matin même dans les Échos un éditorial de Philippe Aguillon, Gilbert Sett et Élie Cohen qui vous répond précisément à cette question en vous disant justement, et c'est le thème du Made in France qui ressurgit, qui dit au contraire que si on réduit les prix, on pourra investir dans des améliorations et dans la qualité des biens et produits en France, qu'on disait à l'instant, et surtout qu'il s'agira en réalité d'une dévaluation fiscale qui ne dira pas son nom et qui permettra de taxer plus lourdement les produits importés et donc, quelque part, de favoriser indirectement les produits français et donc l'emploi et la croissance française. Donc vous voyez qu'il y a une réponse à l'argument qui est le vôtre. Non, mais le problème d'Aguillon, qui a déjà publié le même édito dans Le Monde la semaine dernière, donc ça fait 2 fois, c'est bien, mais c'est pas la répétition qui fait la qualité de l'argument. Les entreprises françaises, l'industrie française malheureusement est spécialisée sur du bas de gamme, sur de l'ultra concurrentiel. Vous savez que les prix, ces dernières années, les prix dans l'industrie française ont baissé. Sauf le luxe. Baissé. Bien évidemment. C'est très important. Sauf pour les produits de qualité, on arrive à avoir de la valeur ajoutée. Mais globalement, parce qu'ils ont des taux de marge élevés qui peuvent investir dans l'innovation. Sauf l'automobile aussi. Laissez répondre Christian Chavagneux. Si vous raisonnez comme un macroéconomiste, c'est-à-dire au niveau de l'ensemble de la France, les prix dans l'industrie baissent. Donc avec une profitabilité aussi atteinte, si demain vous enlevez des cotisations sociales, bien évidemment, je serais chef d'entreprise, je ferais pareil, j'augmenterais mes marges, j'en profiterais pour reconstituer mes
mes marges qui sont complètement détruites. Pas pour diminuer d'1,5 point sur ma Peugeot le prix de ma voiture pour essayer de la vendre au reste du monde, car je ne vais pas la vendre au reste du monde. Le sujet qu'on a abordé avant est vraiment très important. Où est la valeur ajoutée? Où est la richesse produite? La richesse produite, vous prenez les fameux iPhones chinois 3G. On nous dit $175 et ça fait notre déficit extérieur à chaque fois qu'on achète un iPhone, $175 de déficit. Vous regardez la valeur ajoutée produite en Chine sur ces $175, $6,5. Toute la valeur ajoutée, toute la richesse qui est produite, c'est le Japon, les États-Unis, la Corée du Sud. Nous, il faut qu'on soit le pays où il y a toute cette valeur ajoutée produite. Pour qu'il y ait les emplois qui accompagnent cette valeur ajoutée produite, il faut absolument que, on en a parlé tout à l'heure, un système éducatif qui soit pas seulement, qui donne pas seulement, excusez-moi, le poste simplement aux HEC, aux ESSEC, aux Sciences Po. Est-ce que j'ai dit ça? Non, c'est parce que tout à l'heure on disait que vous étiez à Sciences Po. Mais j'ai fait Sciences Po, c'est pas une tare. Non, c'est pas une tare. Il faut absolument que notre système éducatif, comme l'Allemagne, dise, quand on est dans l'industrie, quand on sait travailler avec ses mains, c'est valorisé et on peut devenir patron de sa boîte une fois qu'on a fait ça. Et en plus, on peut avoir une politique industrielle étatique qui va dans le bon sens, pas forcément en faisant le TO7 et malheureusement les échecs, mais il y a aussi des exemples de politique industrielle qui marchent. Voilà, Christian Chavagneux, rédacteur en chef aux alternatives économiques. Le travail coûte-t-il trop cher qu'ils est aujourd'hui en kiosque? Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci Christian Blancart. Vous publiez Luxe Trotteur au Cherche Midi. Alors vous n'avez pas le droit de parler de la situation d'Hermès aujourd'hui. Vous avez notamment eu de très hautes fonctions pendant 15 ans. Mais vous parlez beaucoup tout de même d'un homme magique, avec Jean-Louis Dumas Hermès. Vous disiez avec lui on parlait de goût, alors que le goût est parfois le fruit de la légèreté. Nous parlions du goût au contraire dans l'idée qu'il fallait parfois installer le désordre, qu'il fallait surtout faire attention à la bienfacture contre l'injustesse. Et puis, tout de même, vous dites le luxe perd la boule. C'est-à-dire que vous pensez qu'à terme, le luxe aussi peut connaître, par sa course effrénée vers l'argent et la rentabilité, quelque chose de son âme que incarnait justement Jean-Louis Dumas. Je suis tout à fait... Jean-Louis me disait souvent, il faut toujours avoir peur. Et il avait raison. Il faut avoir peur de l'avenir. Il faut s'organiser pour lorsqu'on a peur, faire en sorte que l'on réussisse. Jean-Louis Dumas, effectivement, avait absolument l'obsession de la bienfacture, l'obsession de la qualité, l'obsession du détail. Et vous dites qu'il a créé des emplois. Il n'a cessé de créer des emplois. Nous n'avons cessé de créer des emplois dans cette entreprise depuis des années. Et je dis nous parce qu'il y avait Jean-Louis, sa famille et bien entendu les managers qui l'ont accompagné. Il appelait ses collaborateurs, c'était ses proches collaborateurs, des complices. C'était un citoyen. Et du reste, Hermès est une entreprise citoyenne qui ne cesse de créer des emplois dans notre pays. Effectivement, il avait une conception, il n'utilisait jamais le mot luxe, du reste. Non, le goût, ce qui est intéressant, mais effectivement, il parlait sans arrêt de jolies choses. En réalité, c'était un homme qui signait ses produits. Ça continue, du reste. Son fils perpétue cette façon de faire. Hermès, c'est plutôt une signature qu'une marque, en réalité. C'est une signature parce que les produits étaient tous signés. Et puis surtout, il y a une espèce d'engagement sur la créativité et la qualité. Oui, c'est un luxe très particulier. Est-ce que cela veut dire...